y compris dans des films que j'adore, ça n'en fait rien une seule seconde. Car contrairement aux autres films utilisant son prisonnier de mise en scène, je n'ai pas perdu une seule seconde de film de l'action. C'est tremblant, oui, et clair. Probablement dû à l'utilisation de l'image de synthèse qui du coup permet de mieux contrôler l'action et la mise en scène. Du coup, les scènes d'action gagnent en partie temps. Nouvelle prise. Putain, j'ai l'impression d'être plus rapide, mais non, pas ça. Non, je peux non, comme ça, je peux pas. Non, et pour les scènes de discussion où la caméra continue à remuer, une fois de plus, on n'a pas gêné, car le plan reste au clair, complètement trouvé, et surtout, ça accompagne le sentiment de perdition émotionnelle de certains dialogues. Quant à la couleur du film, oui, j'ai vu la vidéo du mec qui a recolorisé mon type, et oui, ça me ferait de voir le personnage avec une petite couleur. Et le truc, c'est que on permet un peu de la symbolique du film, quoi. Oui, la couleur dominante du film est grise, car justement, tout le film, c'est Superman qui essaie d'apporter des couleurs à tout le monde. L'idée va à la grandeur, et c'est parfaitement illustré par le fait que tout le gris, sans plus, est à cap rouge flamboyant. J'aime bien aussi le fait que les scènes sur béton, il y a un rouge chaleureux, rouge comme le soleil de cette fenêtre, et que les scènes sur terre vaillent entre le gris et le bleu grisâtre. Le ciel et la terre, bien sûr, mais surtout créant un sentiment d'écart avec ce monde. Ce que ressent très probablement notre cher Superman, et qui a dit que malgré la télé-réalité du film, ça reste un peu de comic book avec son style graphique. Donc oui, c'est normal de ne pas aimer le fait que la caméra semble pas mal, et le fait que le film est majoritairement compris. Mais ça n'en fait pas forcément dans les films, c'est juste une différence de jour, donc s'il vous plaît, allez faire un petit peu l'affaire, quoi. Un autre point qui n'est qu'une question de goût, l'utilisation d'une narration non chronologique. Non, ouais, c'est vrai que les films par le contexte sont complètement liés. Beaucoup s'en sont plaints en disant qu'il n'y avait pas vraiment d'intérêt, qu'on pouvait tout simplement raconter l'histoire de façon traditionnelle, comme le faisait très bien le Superman de Richard II. Oh! Oh, il est là le problème en fait. Parce que oui, contrairement à David Spider-Man, Man of Steel a fait énormément d'efforts dans son histoire limitée pour ne pas recopier la précédente version. Du coup, les scènes qu'ils auraient pu reprendre dans leur histoire, mais qui étaient déjà entièrement dans la version d'Histoire sont tout simplement virées. Ce qui est compréhensible. Et arrive un petit peu indirectement pour que les nouveaux sur la narration. Et bon, du coup, au lieu de refaire la scène où les Ken découvrent le petit Superman, ils refont que les séquences où ils apportent des éléments nouveaux, comme la séquence de Krypton qui met en place des enjeux de midi par rapport au film de l'heure, ou la régulation des pouvoirs de Superman qui, ici, est amenée pour un sacré handicap, ou la mort de Jordan que j'expliquerai plus tard. Et du coup, pour mieux colmater les fissures, au lieu de le faire de façon chronologique, on le fait par flashback, pendant que notre héros est en mode neural anonyme pour que les spectateurs appréhendent à le découvrir au moment où il se découvre lui-même, tout comme Lois Lane le découvre. Donc, les flashbacks ne sont qu'une narration logique pour ce que le film essaie de faire. Surtout qu'ils arrivent qu'à des moments où on explique un truc par rapport à ce qui se passe dans le présent. Comme dans Arrow, par exemple. Donc, ouais, on a des flashbacks. Et... lors de ce flashback, d'ailleurs, on voit une scène où le jeune Clark utilise ses pouvoirs pour sauver son bus scolaire et ses camarades. Évidemment, les enfants l'ont remarqué, et même si comme tout le monde du temps, le bruit se répand sur les pouvoirs du petit. Jonathan, son père adoptif, en discute avec Clark, lui disant qu'il ne doit pas révéler ses pouvoirs, car les conséquences pourraient guérir sa vie, voire celle de ses parents. Sur le coup de l'émotion, Clark répond « Qu'est-ce que je vais faire? Laisser mourir ?» Et pendant une méditation douloureuse, Jonathan se tournerait de manière que... Cette réponse a outré une grande majorité de fans. Disons qu'ils avaient détruit le personnage de Jonathan en lui faisant dire que Clark aurait dû étouffer des gosses. Non! Non, il a pas dit ça! Du tout! Autant les critiques d'avant, je peux accepter parce que voilà, c'est des différences de goût et tout, ça peut pas faire un moment. Mais là, cette critique-là, c'est au niveau des journalistes politiques en plein concours sur l'espoir. Le courrier à la présidentielle n'a pas les noirs! Ne l'avez pas pour les racistes! Ne l'avez pas pour les racistes! Jonathan n'a pas dit qu'il devait laisser courir les gosses. Il n'oserait jamais dire ça. Seulement, Clark lui a posé une question difficile. Évidemment qu'il est fier que son fils ait sauvé des vies. Mais
est obligé, en tant que père, de décider les pouvoirs de son fils, le protégeant d'un monde sans encore faire les associer, voire pire, prêt à les exploiter pour faire le mal, et aussi protéger son reste de la famille. Et surtout, on sent très clairement qu'il a du mal à donner une réponse avec la minute de silence, où il est clairement hésitant. Ce peut-être montre au contraire que Jonathan est tout aussi perdu que n'importe qui face à ce genre de dilemme. Ça rend la scène encore plus belle. En fait, cette scène résume totalement la thématique du film. Non le son et technique, mais dans à l'épreuve un idéal de son. Bon, là, on en revient au problème avec le film de Richard Donner. Oui, j'aurais aimé qu'on conserve la mort de Jonathan comme dans ce film. Non, il était Gardette, une cause naturelle, que même Superman ne pouvait empêcher. Culminant vers ce final de célèbre où Superman arrive à inverser le cours du sang. De l'autre côté, dans la la séquence de la Torah nous fut très critiquée pour 2 points. Premièrement, la prise de Jonathan se sacrifie pour sauver leur chien. Ouais, c'est bien ça. Et le fait de se faire aurait pu le sauver. Il fait grâce à ses pouvoirs. Pour le coup du chien, je peux comprendre qu'il trouve ça con. Et en même temps, je trouve que c'est alors qu'en fait le but avec Jonathan, fermé, qui considère ces animaux comme des êtres vivants à respecter. Donc, il se sacrifie pour son chien comme il se sacrifierait pour un petit garçon. Quant au fait de se faire que je ne sauve pas, mais justement, l'autre de la tête qui me claque, c'est totalement sauvé. C'est ça qu'on a à faire, même. On en revient à la problématique du hypothèque. Jonathan fait tout et n'importe quoi pour protéger son fils en cachant ses pouvoirs au monde. Le film ne se permettait pas de décider si les gens peuvent protéger, il peut décider de faire son mort, contre son corps. Il ne faut pas régler les choses. Et cela montre aussi d'autres problématiques avec ce corps. Il continue à se cacher pour honorer les sacrifices de son père. Tout voit-il se révéler au monde que plus personne ne meurt par son marché. Ce qui finira par faire en se révélant au ministère. Ce qui provoquera de lourdes conséquences. Le scope trouve vraiment ce qui fait, mais dans les en fait, c'est la façon dont la tornade dans le corps. Autant dans un film plus fantaisiste, genre la comédie de feuilles, pour profiter de la vie des scènes, mais là, dans un film qui se veut réaliste, je crois qu'en vrai, ça mort sur les délocables. Non, il n'a pas détruit la ville. Je déteste particulièrement cette équipe. Parce que c'est l'équivalent des avocats dans les indestructibles. D'ailleurs, ceux qui portent plainte contre des indestructibles pour avoir fait la population. Évidemment qu'il y a quelques fissures en vie et 2-3 dégâts matériels. Ce qui est pourtant beaucoup moins grave que de perdre la vie. Une ville fictive, avec des personnages fictifs. Vous n'êtes même pas avocat. Vous ne représentez pas de société de l'art. Donc arrêtez de vous comporter comme des avocats déterminés. Mais beaucoup d'entre eux sont de loin ceux qui disent « Oh, mais Superman aurait pu faire en sorte que le combat ait lieu ailleurs, dans un endroit différent pour éviter de ne pas faire des victimes. » Soit c'est quelques exemples pour démontrer encore que Superman est totalement fun. Hey, Loki, et bien aller se battre ailleurs qu'à New York, dans un désert pour éviter de tuer les civils et faire des dégâts matériels. Non, faites pas de New York. On a aussi la tradition des messages des kaiju. Ah, alors, vous rappelez votre proposition de continuer nos combats dans un lieu désert pour éviter les sorties civiles? Je ne sais pas. Les messages disent vous êtes sérieux? Oh la vache, bientôt, d'abord le message humain, c'est trop gros. Rien que pour ça, on va démolir Tokyo. Fin du message. Et si on prenait le cul dans un lieu désert pour attirer les décepticons dans un lieu, je ne risquerais pas de perdre ce civil. Ouais, faisons ça. C'est-à-dire, pas comme si on allait les emmener volontairement au fil pour rendre la flotte actuelle plus cool, hein. Non, c'est vrai ça. Pourquoi personne ne reçoit ça à son alors que là, ils pourraient totalement se faire leur champ de bataille? Bah, enfin, non.
Superman ne pouvait pas faire. Vous croyez que c'est facile d'amener un super soldat de l'espace hors du grid qui veut détruire à tout prix de toute façon? Surtout quand il est aussi fort que Superman, il avait plus d'expérience au combat et surtout moins de scrupules. De plus, même durant le combat, les plus gros dégâts sont provoqués par les coups d'une zone. Là où Superman endommage gros mieux les façades de bâtiments. Honnêtement, avec ça, qu'est-ce qu'on s'en fait du putain de patate? Et surtout, ce n'est pas des beaux cinématographiques. Parce que c'est totalement voulu. Tout le film sert à montrer la dure réalité de l'existence de Superman. Les dégâts astronomiques durant un combat en fait partie. Et d'ailleurs, le réalisateur de Zack Snyder l'a lui-même dit dans une interview où il répond à cette critique en disant que pour lui, c'est la thèse de Superman. Et qu'il ne peut pas avoir de super-héros qui se battent sans avoir de conséquences. Et qu'il a toujours trouvé ça inapproprié que d'autres films de super-héros montrent des combats destructeurs sans montrer les conséquences. Non, par contre, le critique ont prouvé que Snyder a réussi ce qu'il voulait faire, à savoir choquer sur la violence des combats de super-héros. Vous n'avez même pas remarqué jusque-là. Mais le plan qui démontre totalement vos critiques là-dessus. La première bande-annonce de Batman v Superman confirme que c'était totalement mensonge. La destruction de Métropolis est la cause du conflit entre les deux super-héros et des légions de la population illuminable des amis de Superman. Ce qui amène notamment à Lex Luthor qui décide de le tuer et Batman de le stopper. Et si vous voulez que Superman ait le lendemain, il a à faire attention aux fertilités et aux dégâts qu'il peut provoquer durant un combat. Dans les dessins animés et les BD, quand Superman affronte des gros boss comme Doomsday ou Darkseid, qui décident toute sa puissance, c'est comme si à l'époque se battre dans un magasin de porcelaine. Surtout que dans Man of Steel, on a un Superman encore inexpérimenté. Il est surtout de l'autre côté, pacifiste où les mecs qui vont carrément à balancer un bateau contre un gros monstre, ça par contre, ça passe comme bien. J'adore pacifisme. C'est-à-dire que c'est cool de voir une fille se faire des choses dans ces films pour ensuite dire que c'est horrible dans Man of Steel. C'est hypocrisie. Donc non, il n'y a pas de problème sur ce point. C'est un problème pour la population et le personnage, mais pas pour le film lui-même. Et il va finir en beauté. Le point le plus ridiculement chiffré de ce. À la fin de leur combat, Zod, par Mercredi, décide de s'attaquer à des humains. Mais quand Superman dans une situation où le seul moyen de les sauver, il est d'appeler seul. Ce qui finit par moi. Il y a que si tous les fans de Superman disent que Superman ne finit jamais et que c'est horrible de montrer ce modèle pour enfants faire une chose horrible. Oh, les mecs ils se cassent le cul après avoir fait votre Superman pour adultes et eux ils se disent que les causes vont être mal influencées par un personnage de film qui est parti et dont la suite est partie pour avoir une version longue et qui sera dans les mois présents. C'est bon que les causes soient claires. Superman il n'aime pas à se prendre une heure. Il a déjà tué plusieurs personnages dans le passé, que ce soit dans la BD ou dans les films. Et au moins, dans le film, Superman ne dit pas froidement. Il le fait après réhabilitation. Ce moment où il est rappelant la mort de son père. Et après l'avoir tué, il meurt. Parce qu'il regrette sincèrement son action, allant à l'encontre de ses chers principes et idées. Bon, par rapport à la scène de Superman 2, Superman 6. Et donc, dans cette version-là, Superman arrive à appeler les hommes et décider de leur pouvoir, donc il peut juste leur donner une idée pour les mettre en prison, mais non, il peut se séduire, il faut se donner dans la ville où il meurt, soit du sud, soit de froid dans l'onglacie du pôle Nord. Réaction de Superman, construire, bienvenue, 6 minutes petites dames. Et non, mais c'est encore pire dans Superman 2. Donc, parce que là, il a vraiment tué volontairement, gratuitement et froidement. Et surtout, le lait enfant. Donc, parce que dans le film, il n'avait pas le choix. Même s'il pouvait sauver cette petite famille d'inconnus autrement, il aurait dû se retarder l'inévitable. Il ne peut pas utiliser Zod et ses pouvoirs. Il n'a plus la zone fantôme pour l'emprisonner. Il ne sait pas encore que la kryptonite existe. Et il n'a pas le temps pour faire une autre solution pour l'arrêter. Donc, tout ce qu'il peut faire pour éviter l'automatisme, le tue. Et le pouvoir, c'est